Allez, super. Moi, je fais toujours juste une petite intro, après je ne dis plus rien. Je remercie la ville de Roubaix, voilà, parce que les masterclass, c'est quand même être Roubaix, c'est grâce à la ville en partie. Et Sophie Bramley, infiniment, parce que tout ça, ça serait pas possible sans toi. Et Bettina, merci d'être là, parce que je sais que le temps, c'est précieux. Merci. Je suis très contente d'être là. Bonjour à tous. Je vous ai décalé les horaires, je m'excuse. C'est un peu compliqué pour moi d'être là le soir. Donc voilà, j'espère que ceux qui ont voulu venir pourront être là et que sinon les autres pourront l'écouter autrement. Et voilà, je suis très contente d'être à Roubaix. Je connaîtrai toujours pas dans 2 heures en rentrant à Paris. Mais voilà, merci d'être là. Hello Bettina. Alors on va retracer ton parcours et ton chemin très déterminé. Tu es née d'abord dans une famille où en apparence tout était merveilleux, mais tu t'es d'abord fait virer du lycée parce que tu avais brodé une tête de mort, et puis au moment de faire du droit et de reprendre sagement les études de commissaire-priseur de ton père, tu as décidé de plutôt te marier pour fuir le foyer familial. Alors, qu'est-ce qui t'énervait et qu'est-ce que tu cherchais? Est-ce que tu sais déjà? C'est compliqué de répondre à des choses aussi lointaines. Ce que je sais, c'est que je voulais pas qu'ils me parlent, je voulais pas leur parler, et que j'avais trouvé la meilleure manière de fuir ma famille, c'était de faire cette petite chambre noire dans l'appartement de mes parents, avec une ampoule rouge qu'on vissait à l'époque quand on développait des photos. Peut-être certains d'entre vous ont déjà été dans la chambre noire. C'était ma première passion, en fait. C'était pas de faire des photos, c'était de tirer. Parce que j'avais compris que quand on allumait donc cette ampoule, personne ne pouvait rentrer, sinon ça voilait les images, et on me fichait une paix royale. Et ce que j'ai toujours voulu dans la vie, c'est qu'on me fiche la paix. Et je crois que 50 ans après, c'est toujours ce que je veux. Et donc voilà, j'ai eu de la chance. J'étais très jeune en 68, plus jeune que vous. Ça m'a ouvert les yeux. J'étais dans une école très progressiste où en mai 68, on allait plutôt sur les manifs qu'en classe. Et puis c'est vrai, après je me suis mariée très très jeune pour fuir de chez moi et plus leur parler. Et puis j'y suis jamais retournée. Et j'ai eu de la chance. J'ai fait plein de métiers. J'ai jamais voulu apprendre de manière scolaire ou universitaire. Je voulais pas non plus qu'on m'enseigne. Je voulais trouver mon chemin toute seule. Alors j'ai fait plein de métiers qu'on fait quand on sait rien faire. J'ai été journaliste sportif, mais je savais pas combien il y avait de joueurs dans une équipe, donc ils m'ont viré. Et puis plein de choses comme ça. Et puis un jour, j'ai retrouvé la photographie, qui était un truc que j'aimais quand j'avais 14-15 ans. Et là, c'était presque 7-8 ans plus tard. Et mon compagnon de l'époque m'a mis un appareil photo dans les mains en me disant, tu sais, il y a quelque chose pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous doit... Il y a quelque chose pour chacun. Tu peux pas rester à avoir une vie qui t'ennuie, qui t'excite pas. Et j'ai repris cet appareil photo. À l'époque, c'était différent. Les appareils photo, souvent, on visait pas dans l'œil. On visait sur le ventre, comme ça. Je sais pas si vous avez déjà vu ces appareils. Ça s'appelait des Rolleiflex. Et donc, c'était carré. Et on pouvait le bouger de manière à ne voir que ce qu'on voulait voir, à ne regarder que ce qu'on voulait voir, et à extraire tout le reste, et à sortir de son champ de vision tout ce qui vous intéressait pas. Et donc j'ai mis l'œil dans cet appareil, et 45 ans après, il y est resté, voilà, tout le temps. Et j'ai eu beaucoup de chance. La vie, elle est faite de chance, de rencontres, d'un peu d'obstination aussi. Puis peut-être d'une bonne étoile. Chaque fois que j'ai eu un projet, mais on va en parler après, mais voilà, quelqu'un a poussé une porte. Mon studio était un endroit magique, il y a une grande porte bleue, et quelqu'un poussait la porte bleue et m'inspirait quelque chose. Et je crois qu'on peut tous être inspirés par une porte bleue, même si elle est rouge. Et il faut savoir... Je crois qu'il faut savoir saisir les trucs et puis pas avoir peur,
et puis enfoncer son clou, même si c'est pas le clou que les autres enfoncent. Je crois qu'il faut beaucoup d'obstination, beaucoup de pas regarder autour ce que font les autres. Il faut poursuivre son truc. C'est l'heure de s'arrêter, c'est ça? Bon, alors continue, parce que sinon je m'arrête plus. Tu es là pour ne pas t'arrêter. Donc, finalement, à 26 ans, tu as cet appareil photo entre les mains. 24, pardon. La première chose que tu as choisi de faire, c'est de transgresser. Tu es allé à Pigalle, oui, photographier des femmes dans des baraquements qui faisaient des striptease forains. Ouais, d'une manière que j'ai jamais expliquée ni essayé de comprendre, et d'une question qu'on m'a toujours posée: pourquoi vous avez voulu déshabiller des femmes? J'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'était mon premier sujet. Quand j'ai eu cet appareil photo, je commençais à aller faire des photos dans la rue, comme peut-être certains d'entre vous. Et puis je me suis dit qu'on ne pouvait pas passer sa vie à faire des photos dans la rue, c'était pas une vie, et qu'il fallait trouver un sujet. Et alors mon premier sujet, ça a été ça. J'avais rencontré une fille qui était devenue une copine, qui faisait du striptease amateur à Pigalle. Ça existait à l'époque, le long des boulevards. Et pour faire un peu de sous, des filles dont c'était pas le métier, il y en avait une qui était traductrice d'allemand, une autre qui était comédienne, une autre qui était je sais pas quoi. Elle faisait le soir, elle se déshabillait, elle faisait du striptease là-bas dans les baraques. Et donc je suis allée, et puis je les ai rencontrées, puis c'est devenu des amis, puis je les ai photographiées, et puis je les faisais s'habiller, se déshabiller. Mais en fait, c'était pour pouvoir tirer mes images. En fait, c'était pour pouvoir avoir des négatifs, les mettre sous l'agrandisseur et pour pouvoir les tirer. Je pensais pas... c'est devenu une passion, mais je pensais pas qu'une passion, ça pouvait être un métier ou une vie. Je pensais, parce qu'on m'avait éduqué comme ça, qu'il fallait faire un truc emmerdant et pas inspirant, et qu'après, le soir, quand il restait un peu de temps, on pouvait se livrer à quelque chose d'une passion. Et puis un jour, je les tirais, je les mettais dans une boîte noire, rectangulaire, comme ça. Et puis un jour, quelqu'un a ouvert la boîte, et puis on m'a proposé une exposition, d'abord à Pompidou, à Beaubourg, et puis dans le même temps dans une galerie de photos, et puis voilà, c'est parti. J'ai pas fait attention, c'est parti comme ça. De la chance, un peu d'obstination. Et du talent, mais tout le monde a du talent, pas forcément pour la même chose, mais tout le monde a du talent pour quelque chose. Le truc, c'est de le laisser arriver, de le laisser grandir, de le nourrir, de l'arroser. C'est comme une plante, un talent. Si tu l'as, tu l'arroses, tu le chéris, tu lui parles, tu fais avec, tu lâches pas, faut jamais rien lâcher. Quoi? Ouais, tu l'écoutes, mais surtout... pas lâcher, pas écouter ce que les autres vont vous dire, c'est pas ce qu'il faut faire maintenant, c'est pas la mode, c'est pas ça, c'est pas le truc. On s'en fout. Je pense que vraiment chacun a en soi quelque chose à développer. Et voilà, et de la curiosité et du plaisir. Prendre du plaisir, c'est important de prendre du plaisir dans la vie. À l'époque, quand tu as fait ça, tu avais dit que c'était en partie pour capter l'attention de ton père. Est-ce qu'aujourd'hui, tu dirais encore ça? Est-ce que tu n'avais pas plutôt envie de montrer de ton point de vue de femme des femmes plus humaines que des déesses fantasmatiques? Non, c'était pas pour capter son point de vue. Après, je l'ai dit longtemps après, comme ça, comme une espèce de boutade. Non, j'ai un rapport très fort avec les femmes. J'ai un rapport très fort avec les femmes, et je trouvais, en tout cas à l'époque, on est au milieu des années, à la fin des années 70, il y a un stéréotype très fort des femmes. Les femmes, elles sont jolies, elles ont des grosses poitrines, elles sont un peu des pin-up, je veux dire, c'est Monica Bellucci partout. Et moi, je voulais montrer des femmes plus humaines, je voulais montrer des femmes plus normales, dont je trouvais qu'elles me ressemblaient plus, que c'était pas des déesses. Donc ces filles, elles étaient normales, avec la vie qui passe, avec les cicatrices, avec les corps pas parfaits, avec tout ça. C'était ça qui m'intéressait, c'était d'arriver. D'ailleurs, les gens me disaient, à la première exposition, les gens disaient: oh, elles sont pas très jolies. Mais elles étaient pas très jolies, elles étaient plus que jolies. C'était des femmes, c'était des femmes intéressantes, des femmes habitées, des femmes,
je me suis jamais... Bon, j'ai photographié beaucoup de stéréotypes, bien sûr, parce qu'après, c'est devenu mon métier. Quand on est photographe, on photographie des gens connus, on photographie des mannequins, des supermodèles, des machins. Il y en a qui étaient des filles formidables, d'ailleurs. Mais moi, j'ai toujours aimé... quelqu'un a dit un jour, quelqu'un a écrit sur mon travail que je faisais des autoportraits. C'est une boutade, mais c'est vrai que je trouve que voilà, j'ai un rapport avec les femmes très, très particulier, très intime. Sans doute parce que j'en suis une, mais on en parlera aussi après. Alors, pendant les années 80, tu as eu deux vies parallèles, entre guillemets. C'est-à-dire que tu as fait d'un côté plein de pochettes de disques, Johnny Hallyday, des affiches de films, un travail, entre guillemets, dit commercial. Et en parallèle, tu t'es posé beaucoup de questions sur la femme et sur le genre. Et tu as publié Modern Lovers, qui était peut-être la première fois où on voyait toute une génération de gens androgynes. Et en parallèle, Female Trouble, qui montrait des femmes célèbres ou non, mais en tout cas très affranchies et sexuelles, ce qui était là aussi inédit à l'époque. Alors, est-ce que c'est un risque de s'engager dans des sujets inexpérimentés, ou bien au contraire, est-ce que ça facilite le chemin, ou bien encore autre chose qui te motivait? Non, le chemin, il a jamais été facile. On croit que c'est facile parce qu'un jour on arrive ici devant vous et qu'on est un peu connu ou qu'on a eu un peu de succès, mais c'est jamais facile. D'abord, j'ai refusé d'emprunter une des deux voies. À l'époque, au début des années 80, soit on est un artiste et on expose dans des galeries, dans des musées, on fait des livres, soit on est un photographe commercial et on travaille pour effectivement la publicité, les affiches de films, des pochettes de disques ou des magazines. Mais faire les deux, c'est un truc qui était mal vu. Les gens des musées disaient bon non, elle travaille pour Paris Match, on va quand même pas la montrer sur les murs. Et puis à l'inverse, les musées disaient elle fait des pochettes de disques pour Madonna, on va pas montrer ça non plus dans un musée. Et donc je fais partie j'étais pas la seule, on n'était pas beaucoup, mais de cette première génération qui ont fait les deux, qui ont dit nous on veut pas choisir, si la photo de Madonna est bonne, on va la grandir en très grand et puis on va la mettre au musée même si elle a fait une pochette de disque, et il n'y a pas de raison de choisir. C'est vrai que aujourd'hui la chance que vous avez vous, c'est que vous pouvez, j'aime pas cette expression, mais il y a une expression aujourd'hui qui dit cocher toutes les cases. Vous pouvez vous mettre partout, vous pouvez vous infiltrer un peu partout. À l'époque, on vous mettait dans des tiroirs. Si tu faisais des photos de lingerie, tu faisais pas des photos de chaussures. Et si tu montrais dans un musée, tu faisais pas une couverture de Elle ou de Vanity Fair. Et donc moi, j'ai essayé de tout faire. Alors ça a été un peu plus long parce qu'il y a des gens qui trouvaient ça pas très orthodoxe. Et puis je sais plus ce que c'était la suite de ta question en vérité. Est-ce que c'est un risque de s'engager sur des sujets qui n'ont pas été expérimentés par d'autres? Oui, bien sûr, c'est un risque, mais en même temps, c'est le travail d'un artiste. Moi, j'ai toujours pensé que le travail d'un artiste, c'était d'ouvrir des portes qu'on n'avait pas ouvertes jusque-là. Parce que si c'est pour être photographe et montrer des jolies photos de filles qui sourient dans des jolies robes, il y a pas besoin de personne. Enfin, je veux dire, il y a plein de gens qui font ça très bien. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait ouvrir des portes sans obliger quiconque à les franchir. T'es pas obligé de rentrer dans un musée, t'es pas obligé de feuilleter le livre de quelqu'un. Mais si tu veux savoir un peu plus, si tu veux essayer de comprendre ce que sont les problèmes de genre, ce que c'est qu'être une femme, ce que c'est que la féminité, ce que c'est que la transsexualité, ce que c'est que tout ça, je veux dire, alors c'est à nous d'ouvrir la porte, c'est à nous de montrer le chemin. Et ces chemins, ils sont souvent compliqués parce que c'est souvent des choses que les gens n'ont pas envie de voir. Moi, je me souviens, le premier travail que j'ai fait après les Modern Lovers, mais on reviendra en arrière, mais à un moment, j'ai décidé de photographier des transsexuels. Et ça, on doit être en 88, 10, par là. Il faut aller les chercher. À l'époque,
Si tu es transgenre ou transsexuel et que tu as été opéré ou pas, d'ailleurs, peu importe, il n'y a pas de travail. Il y a des architectes, mais ils ne travaillent pas. Il y a des médecins, mais ils n'ont pas de clients. En gros, elles sont prostituées au bois de Boulogne ou dans les forêts. Et donc, j'ai été les chercher là-bas et pour leur redonner, pour achever la féminité qu'elles recherchaient et pour leur redonner une espèce de dignité que leur métier vraiment dur leur donnait pas. Et je me souviens, j'étais très fière, j'en avais photographié une vingtaine et j'ai une garde autour de moi de 4-5 personnes à qui je montre toujours mon travail au début. Je les ai appelés, je leur ai dit j'ai fait une nouvelle série, je voudrais vous la montrer. Et les gens, quand je leur ai dit de quoi il s'agissait, ils ont dit ouais, non, ça ne nous intéresse pas vraiment. Donc c'est vrai que si tu ouvres les portes trop tôt aussi, bon, il faut attendre. Il faut attendre qu'un jour les gens disent ah bah ouais, peut-être qu'elle a fait ça avant les autres, peut-être au bon moment. Mais c'est vrai que cette histoire de genre, moi je suis une jeune femme des années SIDA. Moi, au début des années 80, je suis toute jeune photographe. Je travaille entre Paris et New York. J'ai des tas d'amis artistes, photographes, galléristes, comédiens. Je vais enterrer des gens tout le temps. À partir de 84-85, je vais enterrer mes copains. Ils n'ont pas l'âge de mourir, ils n'ont pas 30 ans. Et ils meurent comme des mouches. Et on parle de cancer gay. Et on dit que finalement, ils n'avaient qu'à pas faire ce qu'ils ont fait, ils n'avaient qu'à pas être là où ils étaient. Et ça questionne. Et puis je vois arriver toute une génération de jeunes, parce que je fais aussi des photos de mode, donc je fais des castings. Je vois arriver des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans, et je me rends compte que les stéréotypes sont en train de basculer, qu'il y a une espèce de rétrécissement entre les garçons et les filles, et qu'il y a un troisième genre qui se faufile là, de ce qu'on n'appelle pas encore des questions de genre, ou de la théorie du genre, pas du tout. C'est des androgynes. C'est des jeunes qui ont compris que la sexualité, c'était plus possible, et qui cherchent une autre manière de séduction, et qui s'engouffrent dans cette chose qui existait au début du XXe siècle. À l'époque, il y avait des femmes qui étaient des garçonnes et tout ça, mais tout ça avait disparu. Et je fais un travail que j'aime beaucoup, qui s'appelle Modern Lovers, et où j'ai photographié toute cette jeune génération d'androgynes. Donc Kate Moss, par exemple, qui avait 14 ans, et qui n'était pas encore mannequin, c'était ses premières photos, qui était une gamine. Et ça, c'est mon premier travail. Et après, là-dessus, sur ce sujet, après, pendant 20 ans, 25 ans, j'ai continué jusqu'au dernier travail que j'ai fait là-dessus, où j'ai demandé à des gens sur Facebook qui se trouvaient différents, qui se considéraient différents, les gender studies, de m'envoyer une photo et de venir poser pour moi. Et là, c'était il y a 7-8 ans. J'ai pas le sens des dates, donc je vous dirai jamais une vraie date. Et là, ils sont venus du monde entier, et j'ai vu ce qui était devenu. J'ai vu l'évolution de ça, de cette question-là, puis plein d'autres choses. Exact. On y reviendra. Mais au début des années 90, tu décides de faire quelque chose qui est jusque-là réservé aux hommes. Tu abordes des jeunes femmes inconnues dans la rue ou ailleurs, et puis tu les emmènes dans des chambres d'hôtel pour les photographier nues et d'une certaine façon parodier les photos porno. Et quand ce livre sort, Chambre close, c'est un scandale, mais c'est un scandale surtout parce que tu es une femme, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en vérité, dans les années 70, quand je commence la photographie, que je suis très jeune et que ça devient mon métier, il faut vous dire que dans le monde entier, des femmes qui vivent de leur travail de photographe, à l'époque, on est 5. C'est un travail d'homme. Les appareils photos sont lourds. Quand on arrive dans une agence de pub pour essayer de décrocher un boulot ou un budget, on vous dit « Ah bon, Bettina, c'est un nom de femme ?» Et puis on le donne au mec d'à côté.
Donc c'est compliqué. Il y a pas de femmes à l'époque, c'est un métier d'homme. Et les quelques femmes qui sont photographes, que je respecte beaucoup, que je connais, qui ont du talent, il y en a qui sont plus là, mais elles font un travail de femmes. C'est-à-dire qu'elles font des photos assez éthérées. Les jeunes femmes ont des voiles. On met un peu de vaseline sur l'appareil photo pour que ce soit un peu flou, un peu. Moi, je crois que je rentre dedans. Je sais pas. Je m'intéresse, je m'occupe du regard, de la peau, de la chair, des gestes, des. Alors, j'ai pas l'impression de faire un travail d'homme du tout. Je l'ai jamais eu cette impression. Je crois que si j'avais pas été une femme, jamais les femmes m'auraient donné ce qu'elles m'ont donné. Parce qu'en fait, ce qu'on dit pas, c'est que c'est pas moi qui fais les photos, c'est moi et la personne en face. C'est que c'est un va-et-vient, c'est comme une danse. On est deux pour danser à une photo. Mais en tout cas, à l'époque, on dit que je fais un travail d'homme. Et quand je fais ce travail de chambre close, où je vais dans la rue, ou dans un magasin, ou dans un bar, ou je sais pas quoi, aborder une jeune femme et lui dire que c'est une fiction, qu'en fait je suis un monsieur et que je vais les emmener dans une chambre d'hôtel avec des papiers à fleurs et je vais leur demander de se déshabiller pour moi. Quand le travail sort, quand le livre sort, c'est un scandale terrible, parce que les féministes me tombent dessus, parce que les féministes allemandes me disent si vous venez en Allemagne, on va vous faire la peau. Enfin, ça fait tout un truc. Il y a des affiches partout dans Berlin, ils sont obligés d'enlever les affiches parce que, enfin bon, bref, ça fait tout un turmure. Et en fait, ce que j'explique, c'est que je ne peux faire ce travail que parce que je suis une femme. Parce que jamais une femme connue, inconnue, jamais ne m'aurait donné tout ce qu'elles m'ont donné si j'étais un homme. Parce que quand je suis une femme qui photographie une femme, même si je nous mets toutes les deux un tout petit peu en danger, c'est deux femmes qui s'amusent. Il n'y a pas de danger. Je veux dire, je ne vais pas les coincer dans un coin. Je vais pas. Faut dire que à l'époque aussi. Les photographes étaient très agressifs. C'était pas avant MeToo, c'était la préhistoire. Les photographes étaient très agressifs avec les jeunes femmes et avec les mannequins. Souvent, si elles acceptaient pas certaines choses, elles avaient pas le boulot et tout ça. Et donc travailler avec des femmes, moi elles m'ont toujours dit, les filles, mais même les plus connues, même Julia Roberts, elles m'ont toujours dit, travailler avec toi c'est cool parce que c'est sans danger. Mais j'ai toujours fait très, très attention de ne jamais aller plus loin. Il y a une chose, quand on a un appareil photo dans la main, d'abord c'est un grand dispositif, c'est un grand studio. Je suis jamais en tête-à-tête avec les femmes. On croit que c'est des tête-à-tête, mais en fait j'ai une équipe avec moi. Il y a des coiffeurs, des maquilleurs, des stylistes, des directeurs artistiques. On est 6, 8, 10 personnes. Et il faut arriver à recréer ce tête-à-tête, qui est une chose pas si simple au début. Au début, les gens vous gênent autour, alors que l'équipe, il faut se rendre compte qu'ils sont là pour vous aider à fabriquer la meilleure image. Mais c'est pas facile pour les gens qui posent, parce que c'est dans le noir. Eux, ils ont les flashs dans la figure. Moi, je suis cachée derrière mon appareil, on ne me voit pas. Et c'est à travers ma voix que je dirige les gens, que c'est joli. On m'a très peu filmé en train de photographier parce que je trouve que c'est une chose assez privée, assez intime. Mais si vous tombez sur des documentaires, c'est joli à voir. C'est un peu comme ça pourrait être, je sais pas, comme une séance de vaudou ou quelque chose comme ça. Il se passe plein de choses. Il y a de la musique beaucoup, puis après il n'y a plus de musique. Puis il y a des gens qui tournent, puis il y a des gens qui bougent, et puis il y a des gens qui s'immobilisent. C'est un peu comme une cérémonie secrète. C'est des jolis moments. J'ai eu une vie formidable. C'est des jolis moments. Je suis contente de les partager ici avec vous. J'ai eu beaucoup de chance. Je voudrais juste revenir 2 secondes sur ce que tu racontes de la différence avec les autres femmes photographes. Est-ce que les autres femmes photographes n'ont joué que du féminin et toi, en affirmant ta partie masculine, finalement, pour les gens que tu as photographiés, pour les femmes que tu as photographiées, c'était formidable parce que
tu apportes comment dire, oui, la partie sexuelle qui est en général amenée par les hommes photographes, tu l'as amenée tout en apportant l'assurance d'autre chose. Jusqu'à ce que les femmes comprennent qu'elles pouvaient l'amener aussi. Oui, bien sûr. Mais bien sûr qu'il y a une part. Nouveau. À l'époque, c'est nouveau, mais il y a en chacune de nous, je vois des femmes ici, il y a en chacune de nous quelque chose de masculin aussi. Je veux dire, on n'est pas juste des poupées avec des jolies robes. Je veux dire, il y a aussi cette force et il fallait s'en servir. C'était important de s'en servir aussi parce qu'en fait, en vérité, une séance de photo, c'est aussi un peu comme une lutte. C'est-à-dire qu'on va chercher quelque chose que les gens ne sont pas a priori forcément prêts à vous donner. Surtout quand on photographie des gens célèbres qui font des photos tous les jours avec tous les plus grands photographes du monde. Alors ils arrivent parce qu'ils ont un film, qu'ils ont un disque, que c'est une série pour Vuitton ou j'en sais rien moi. Et donc ils sont prêts à vous donner le minimum, quoi. Ils sont payés aujourd'hui pour vous donner 3 heures de leur temps et tout ça. Il faut essayer d'aller chercher quelque chose que les autres n'ont pas trouvé. Il faut essayer d'aller chercher quelque chose de plus profond, de différent. Et pour ça, il faut être celui qui gagne. T'es un peu comme un général d'armée, quoi. Et c'est celui qui va gagner cette bataille-là, ce jour-là, qui va avoir la photo. Mais au fond, c'est la même chose avec les gens connus ou pas connus. C'est un peu plus compliqué avec les gens connus, mais pas non plus. C'est qu'à la fin de la journée, il faut qu'il y ait une image. Ce qui est important, pour moi, ce qui a toujours été important, quand je pense à des grands acteurs ou à des grandes actrices que j'ai aimées, si je pense par exemple à Marilyn Monroe, vous avez tous vu les films de Marilyn Monroe. Moi, les films de Marilyn Monroe, j'ai pas des images de ces films, si je les ai tous adorés. L'image que j'ai de Marilyn Monroe, c'est une photo d'Avedon, où elle est dans une espèce de robe très serrée, comme ça, avec des strass, et elle est à la fois sublime, à la fois... Et puis elle est perdue, elle a un regard complètement vers le vague, elle est perdue, et on se dit que son chemin ne doit pas être si simple que ça. Au fond, ce qu'on essaye de faire, ou ce qu'il faut faire à la fin de la journée, c'est de faire une image qui va rester dans le parcours, dans le destin de quelqu'un. Et c'est ça qui n'est pas facile. Parce que faire une jolie image de quelqu'un, tout le monde peut le faire. En plus, tu as le meilleur maquilleur, le meilleur coiffeur, elle a la meilleure robe, je veux dire, ça c'est simple. Je veux dire, on a tous les mêmes appareils, les mêmes lumières. Bon, il faut être un peu costaud en lumière, mais c'est pas si compliqué. Après, il faut arriver à faire que cette personne vous ait donné tout en très peu de temps. C'est très bizarre, une relation photographique, parce que, par exemple, on rencontre quelqu'un de célèbre. Je vais vous raconter mon histoire avec Madonna, parce qu'elle est jolie. Madonna, elle voit... Je travaille beaucoup aux États-Unis, mais elle, je la connais pas. Et c'est l'époque où elle est une immense star et elle fait, je sais pas quoi, je sais pas quel disque. Je suis mauvaise en ça. Mais en tout cas, elle voit ce livre qui s'appelle Chambre close, des femmes dans les chambres d'hôtel. Et pour la pochette de son prochain disque et la promotion du disque, elle dit, trouvez-moi cette femme-là, je veux faire des photos avec elle. Donc on m'appelle, on me dit, est-ce que tu veux venir faire des photos avec Madonna avec du papier à fleurs? Parce que l'histoire, c'était ces chambres d'hôtel avec du papier à fleurs. Alors je dis, oui, bien sûr, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de chambre avec des papiers à fleurs aux États-Unis, donc il faut qu'elle vienne à Paris, où on va aller dans mes chambres, là, près des gares, à Gare de l'Est, Gare du Nord. Alors ça se passe d'agent à agent, de manager à manager. Et on me répond, oui, mais elle ne veut pas venir à Paris parce qu'elle est plus connue que toi, donc c'est à toi de te déplacer. Donc j'ai dit, bien sûr, elle est plus connue que moi, c'est pas un sujet. Mais moi, je veux bien me déplacer, mais j'aurais pas... Et on m'a dit, t'as qu'à apporter les papiers à fleurs. Donc me voilà dans l'avion avec des rouleaux énormes de papier à fleurs que j'ai achetés dans un magasin de linoléum. Enfin bref, je vous passe les détails. On a rendez-vous chez elle, on va voir les vêtements avec le styliste, tout se passe très bien. Le lendemain, on a rendez-vous dans cet hôtel qu'on a tapissé d'une chambre rouge et une chambre bleue. On a rendez-vous à 3h, elle arrive à 7h, mais enfin ça c'est normal. Jusque-là, c'est bien. On fait des photos toute la nuit, elle veut pas s'arrêter, elle me dit continue, photographie encore. Et on est un vendredi.
Je prends l'avion le lendemain, je rentre chez moi, je me rends compte que mon petit garçon n'a rien à manger, le frigidaire est vide. Donc je me prépare à aller au marché. Et à ce moment-là, le téléphone sonne, il n'y a pas de portable à l'époque. Et c'est la secrétaire de Madonna au téléphone qui me dit « Madonna veut vous parler absolument ». J'ai dit « Oui, mais il faut que j'aille au marché, là, ça va fermer. » Et non, vous ne bougez pas du téléphone, elle va vous appeler, il faut absolument qu'elle vous parle. C'était inouï, cette séance de photos. Et voilà. Bref, je ne sais pas, c'était il y a 30 ans, 25 ans. J'attends toujours. Je ne l'ai jamais revu. Je ne l'ai jamais revu. Et c'est comme ça la plupart du temps. Ça, c'est un des exemples, mais il y en a mille. C'est des rencontres éphémères. C'est pas des amis, c'est plus que ça, c'est une passion qui dure quelques heures, de gens que tu n'as jamais vus avant et que tu reverras jamais après. Il y en a qu'on revoit, il y en a qu'on photographie pendant des années, mais souvent c'est ça. Et c'est d'arriver à faire que les gens vous donnent en si peu de temps tout ce qu'ils ont. Voilà. Pour ça, c'est dit. Oui, mais ça tient beaucoup aussi à ta détermination à faire bouger les lignes, de aller toujours chercher quelque chose qui n'a pas été fait avant. Et du coup, au bout d'un moment, c'est ta marque de fabrique. Et donc, au milieu des années 80, tu reçois un coup de fil inattendu de Jacques Chirac en pleine campagne électorale. Tu le suis d'abord en pleine campagne avec, entre autres, une photo géniale dans un avion privé où c'est sa femme qui prend toute la place en lisant le journal grand ouvert et lui tout petit recroquevillé à côté. Et puis bref, il est élu. Et quand il te choisit pour faire la photo officielle de l'Élysée, tu fais à nouveau un truc qui n'existait pas, tu le mets dehors dans les jardins de l'Élysée. Alors, d'où est venue cette envie et comment on fait pour imposer à quelque chose d'aussi protocolaire que l'Élysée du jamais vu et du jamais fait? Ouais, c'est vrai. En plus, je n'avais pas photographié beaucoup d'hommes. J'étais considérée à l'époque comme un photographe un peu scandaleux. C'est vrai que j'avais appelé avant qu'il se présente. Je les connaissais un peu. J'avais appelé en disant, parce que je venais de voir une exposition sur Kennedy à l'époque. Il y avait une exposition sur Kennedy, et je trouvais qu'aux États-Unis, on montrait beaucoup de la vie privée des chefs d'État, et que c'était humain, et que c'était joli. Il y a une photo très célèbre où il a son petit garçon sous le bureau pendant qu'il travaille. Et je trouvais qu'en France, ça restait très lointain, qu'il y avait une distance, et que les candidats et même les chefs d'État, on connaissait rien de leur vie. Donc j'avais dit, s'il est élu entre les deux tours, j'aimerais bien le suivre. Et il me mettrait jamais dehors. Enfin, ça dure 4 jours entre les deux tours, c'est une semaine. Et donc ils ont accepté. Il est passé au premier tour. Donc on est entre le premier et le deuxième tour de sa première élection présidentielle. Et l'Élysée, enfin non, c'est la mairie de Paris à l'époque. Il est maire de Paris. Me téléphone et me dit vous pouvez arriver pour le photographier. On est un lundi. Vous pouvez arriver mercredi et rester jusqu'au deuxième tour le dimanche. Alors j'étais embêtée parce que la seule chose, c'est qu'il fallait que j'arrive toute seule. Et moi, j'avais toujours des assistants. Je savais pas charger les appareils photo. Enfin, j'étais un peu. Il en fallait en avoir plein, en noir et blanc, en couleur, un carré, un rectangle. Bref, je prends des leçons au studio très très vite pendant 2 jours. Je mets les bobines noires à droite, les bobines couleur à gauche. Je me suis trompée 20 fois, mais c'est pas grave. Et donc je le suis pendant 4 jours. Il ne me met jamais dehors. Je le suis des rencontres qui ne sont pas officielles, qui ne sont pas censées avoir eu lieu et tout ça. Et puis le dimanche, il est élu, il est président de la République. Et moi, je rentre avec mes bobines que je vais faire développer et qui vont après faire un énorme sujet partout. Et puis, 2 jours plus tard, le mardi, son chef de presse, ou je sais pas quoi, me téléphone et me dit « Est-ce que vous voulez faire sa photo officielle ?» Et alors ça, je sais pas faire. Alors ça, j'ai vraiment jamais fait la photo officielle de quelqu'un. Et
Et donc le mercredi matin, j'arrive à l'Élysée, en même temps que la famille Chirac qui découvre les lieux. Je découvre les lieux en même temps. Il y a des moments très drôles. Il me dit venez, je vais vous montrer mon bureau. Il ouvre un placard à balai parce qu'il s'est trompé de porte. Enfin, tout est comme ça. C'est comme un film de Jacques Tati. Ça part dans tous les sens. Et moi, je regarde que là, c'est tout doré. Là, c'est doré aussi. Là, il y a plein de livres et Mitterrand a posé dans cette bibliothèque. Et plus je tourne, et plus je trouve que ça lui ressemble pas. Parce que Chirac, pour moi, c'est un espèce de grand cow-boy magnifique. C'est plutôt un homme des grandes plaines, quoi, qu'un type, on le voit pas assis à son bureau en train de ce qu'il a dû faire d'ailleurs dans sa vie, mais enfin bref. Et donc je dis je voudrais aller voir dehors. On me dit dehors où? Je dis dehors dans le jardin. Il y a bien un jardin dans votre truc. Donc on recule dans les jardins de l'Élysée jusqu'au bout du bout. C'est pas très grand, hein. Enfin c'est plus grand que nos jardins à nous, mais enfin c'est pas très grand. Et donc on recule jusqu'à la grille, et là on voit l'Élysée très bien, comme une maison blanche, comme ça, très jolie. Et je dis je voudrais faire la photo là devant l'Élysée. Et puis donc on va faire valider le truc au président, puisqu'il est président maintenant. Et il dit ouais, elle fait ce qu'elle veut, elle se débrouille. Et donc 2 jours plus tard, il est dans les jardins et on fait cette photo que j'aime beaucoup en plus. Je suis très fière parce que je trouve que c'est une des meilleures des présidents qui ait jamais été faite, parce que c'est encore une fois un coup de chance. Il me fait confiance. Alors il arrive avec 2 chemises. Il me dit la blanche ou la bleue? Je dis la blanche. Donc voilà, tout est comme ça dans une espèce d'ambiance de. Et puis il m'a donné 20 minutes. Et puis on l'a faite. Ça m'a beaucoup servi, cette photo, parce que quand j'ai eu des problèmes à l'étranger, en train de photographier, notamment en Chine, où j'ai passé 9 mois, où il fallait renouveler mon visa, ils ne voulaient pas renouveler mon visa au début des années 2000, c'était dur d'être en Chine. Et je disais photographe officiel du président de la République. Et donc, j'allais au consulat, il y avait ma photo qui était accrochée, évidemment. Et donc, on dit, ah oui, visa, bien sûr, visa. Et donc ça m'a servi plusieurs fois à passer des douanes, à sortir de trucs. Donc voilà. Donc, il y a aussi la présidente. C'est un des peu. J'ai pas photographié tant d'hommes que ça, mais en fait, j'ai photographié plusieurs présidents. Et dans ta détermination à être tout le temps radical et expérimenté là où personne n'est, à la fin des années 90, tu transgresses à nouveau, et là on dirait que c'est un petit peu trop pour en tout cas les conservateurs qui nous entourent. Tu t'attires les foudres en faisant le livre Inri, qui retrace la vie du Christ d'une manière non traditionnelle. Dans mon travail personnel, dans mes travaux personnels, en fait, en vérité, ça se partage en 2. Pendant 1 an et demi, je fais du travail commercial, je fais de la pub, le studio emmagasine des sous. Et après, on a une idée d'un projet qui peut durer 6 mois ou 1 an et qu'on peut souvent financer avec l'argent du studio et aussi avec des sponsors, parce qu'à l'époque, les sponsors sont généreux. C'est une époque d'économie profitable. Bref, dans mes projets personnels, en tout cas les plus gros, les plus importants, je travaille avec quelqu'un que tu connais bien, Serge Bramley, qui est un grand romancier, qui est le frère de Sophie, qui est le père de mon fils, donc on a des liens très proches. Et donc, un jour, je cherche un projet, j'ai pas d'idée, ça se passe souvent comme ça. Il vient déjeuner avec moi, on va au Japonais au coin du studio, et je lui dis, mais on pourrait faire quoi là? Ce serait bien de faire un grand truc. Et il me dit, écoute, on pourrait raconter 2 histoires. Celle de l'homme qui essaye de rentrer dans son île et qui n'y arrive pas, et tout se ligue contre lui, c'est l'Odyssée. Et puis celle de cet autre homme qui est mort sur la croix pour sauver l'humanité, et ça c'est le Christ. Et je me suis dit, il faut beaucoup voyager, tout ça, ça va coûter très cher, on va faire la 2e histoire, ça coûtera moins cher. Et on décide, en vérité c'est une boutade, mais c'est pas une boutade, c'est qu'on se met à visiter des églises et à se rendre compte que dans les églises,
les illustrations, ce qui représente l'Église aujourd'hui parle plus à grand monde ou parle à beaucoup moins de monde parce que l'iconographie est pourrie, qu'elle est vieille, que sauf si on va dans des églises sublimes en Italie, le reste c'est pas terrible, que parfois ce que racontent les prêtres, ça parle plus à grand monde non plus. Et on se dit qu'est-ce que ce serait de faire la Bible aujourd'hui, avec des gens d'aujourd'hui, des jeunes d'aujourd'hui. D'ailleurs, ils vous ressemblent tous, ceux qui ont posé pour nous, et on se lance dans un immense casting de Christ, de Marie-Madeleine, de la mère du Christ et des apôtres, et qui sont jamais les mêmes d'une image à l'autre. C'est un projet très très long, ça dure plus d'1 an. J'ai une équipe de 20 personnes avec moi. Et on travaille entre Paris et l'Espagne pour trouver des paysages absolument magnifiques. Et quand le livre sort, il n'y a aucune idée de provocation là-dedans. Le livre, il est très joli, il parle à tout le monde, il est une histoire de la Bible racontée à nos générations, à vos générations. Et quand le livre sort, surprise, procès partout, on est attaqué par le Front National, ce qui à l'époque, presque un compliment. Ce qui à l'époque nous fait assez plaisir. On est attaqué en justice par un prêtre intégriste qui d'ailleurs avait fait des merveilles en noyant des scouts. Et les procès s'entassent contre nous. Les librairies sont brûlées. Ils attaquent la Fnac à Bordeaux. Il y a une librairie à Paris auquel ils ont mis le feu. Donc là, ça fait du bruit. Et là, je comprends qu'on a touché au cœur de quelque chose d'assez... Et c'est drôle parce que ça dure 1 an ou 2. J'ai en principe gagné la plupart des procès. J'en ai perdu aussi 1 ou 2 pour des conneries. Mais en tout cas, aujourd'hui, les images d'Inri sont des autels dans des églises, notamment en Allemagne, en Belgique. Il y a des images qui servent et elles sont aussi dans des livres de catéchisme. Donc ça, c'est un travail dont je suis très fière. Attends, tu veux dire que les églises ont acheté tes photos ? Les églises ont acheté mes photos en Allemagne et en Autriche et les ont mis comme altar, comme autel. Mais c'est extraordinaire. Ouais. Et c'est souvent des églises plus réformistes, plus protestantes et pas des églises intégristes, évidemment. Mais je me suis trouvée face à Jean-Marie Le Pen, dans une cour de justice. Et ça, je trouvais ça bien. Oui, c'est très bien. C'est très, très bien. Donc, on a parlé tout à l'heure du fait qu'on t'a pas mal reproché d'être et artiste et photographe commercial. Et est-ce que cet épisode-là, il a aggravé les choses ? Est-ce qu'il y a eu des conséquences ? Est-ce que ça t'a, en bien ou en mal, fait bouger la façon dont les gens te percevaient ? Bon, il y a des gens, j'ai des amis qui me serraient plus la main. Ouais. J'ai des amis qui traversaient la rue pour plus me parler. Ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais enfin bon. Non, en fait, il faut se rendre compte que rien n'a plus de conséquences. D'abord, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais ils sont arrivés peu de temps après. Aujourd'hui, plus rien n'a de conséquences au-delà de 48 heures. Oui, je veux dire, tout chasse tout, et puis on fait autre chose, et puis voilà. Et puis c'est pas non plus... en fait, tu vois, c'est pas le Bataclan, hein. Je veux dire, ça n'a pas révolutionné la société, mais ça a fait... à la même époque, d'ailleurs, Martin Scorsese fait ce film qui s'appelle La dernière tentation du Christ, et il fiche le feu à un cinéma à Paris, dans le quartier de Saint-Michel, et là, ils ont failli tuer du monde. Nous, on n'a pas mis en jeu la vie des gens, mais c'est vrai que oui, j'ai eu une vie assez secouée, mais en même temps, c'est bien, non ? Enfin, je crois que c'est bien. Enfin, moi, la mienne était bien. Elle n'est pas finie. À partir des années 2000, tu as raconté que tu es resté pratiquement 1 an en Chine et que tu pensais trouver là-bas quelque chose qui allait ressembler à ce qu'il y avait eu dans les années 70 et 80 à New York, c'est-à-dire une espèce de scène underground. Comment, sans avoir jamais foutu les pieds là-bas, tu te dis qu'à l'autre bout du monde, il y avait un truc pour toi ?
J'ai lu un jour un article qui parlait de jeunes romancières chinoises qui avaient écrit des livres très, très modernes. Donc, je suis allée dans la librairie chinoise du boulevard boulevard Sébastopol. J'ai acheté 2 romans tout petits de jeunes femmes shanghaïennes qui expliquaient que la vie était en train de changer, que je sais pas, qu'il se passait quelque chose. J'ai appelé Serge, comme d'habitude. Je lui ai dit, est-ce que tu veux aller en Chine? Il m'a dit, non, je ne veux pas aller en Chine, je vais en Bretagne. Je lui ai dit, écoute, viens une semaine en Chine, tu verras bien. On n'a jamais été en Chine, on va aller voir pendant une semaine. Donc, on est parti une semaine en Chine. C'était incroyable, Shanghai. Il fallait aller à Shanghai parce que c'était Shanghai que c'était en train de s'installer. La ville était en train d'être complètement bouleversée. Il y avait des grues partout, il y avait des tours qui s'élevaient, il y avait des voitures, alors que j'y avais été 15 ans avant pour une pub avec Cindy Crawford, mais tout le monde était à vélo en costume Mao. Et là, on a senti que quelque chose était en train de changer. Donc je lui ai dit, est-ce que tu veux qu'on fasse un travail en Chine? Il faut que je rentre à Paris chercher des sous. Et j'ai eu la chance de trouver un mécène incroyable qui montait des boîtes en Chine. Et il m'a dit combien il vous faut. Je lui ai dit une somme qui me paraissait la plus gigantesque du monde. Il m'a fait un chèque et on est reparti en Chine. Et là, on est resté 9 mois et on a photographié des femmes à Shanghai. Mais plein de femmes, depuis des petites migrantes clandestines et sans papier jusqu'à la fameuse maire de Shanghai et un colonel transsexuel de l'armée et des gens absolument hallucinants. Et tous les jours, on photographiait des femmes dont on nous disait qu'elles étaient ce qu'on croyait qu'elles étaient, mais on n'était pas bien sûr parce qu'on ne comprenait rien, que personne ne parlait anglais, personne, et que on nous avait mis au Sofitel, qui était le seul hôtel français, le seul hôtel correct, pendant 15 jours. Mais de semaine en semaine, on ne voulait pas partir parce qu'on pouvait pas, on n'avait pas non plus les moyens de... Et donc, chaque fois, on disait, on partira la semaine prochaine. Puis un jour, Depardieu est venu, donc ils nous ont quand même foutus dehors parce qu'ils lui ont donné notre suite. Mais on est resté, on s'est débrouillé pour rester 9 mois et photographier près de 200 femmes. Et après, le travail a été montré à Shanghai, puis à Pékin. Et puis voilà, mais c'était une épopée extraordinaire. On comprenait rien. Personne parlait anglais. On avait un traducteur avec nous, dont on espérait qu'il nous disait à peu près la vérité. Et on ne savait pas. On voyait un endroit un jour, on disait c'est magnifique, on voudrait venir là demain. Puis le lendemain, on n'était pas là, mais on était ailleurs. Puis après, on va avec le flow, quoi. On dit ça sert à rien de s'énerver, de dire hier c'était bleu, aujourd'hui c'est rouge. Pourquoi? Tu fais, on fait avec. Et ça, c'était une expérience formidable parce qu'on a vu ce pays se transformer. J'ai vu la première boutique Vuitton ouvrir à Shanghai. Il n'y avait jamais eu une boutique occidentale, jamais, il n'y avait rien. Et d'ailleurs, dans la boutique, il n'y avait rien, il n'y avait que des lunettes. Mais les gens faisaient la queue, les gens ont fait la queue pendant des heures et des heures pour rentrer dans une boutique Vuitton. C'était un événement absolument considérable. Il y avait un petit coin L'Oréal. Il n'y avait pas de maquillage non plus en Chine. Il y avait des maquillages chinois. C'était très blanc, avec les joues très rouges. Et il y avait du théâtre chinois. Et puis L'Oréal est arrivé. Ils ont fait un tout petit comptoir dans un coin. Et les femmes allaient regarder les poudriers L'Oréal qu'elles ne pouvaient pas s'acheter. Ça a été une aventure formidable, la Chine. Encore une. Et voilà, et on buvait de l'alcool avec du serpent dans les bouteilles. Ça, c'est la partie que j'aimais moins. Mais c'était joyeux. Mais alors moi, il faut peut-être qu'il nous pose un peu des questions, non ? J'ai pas fini. Oh là là. Je me dépêche. Mais voilà, en 2005, tu connais, toi tu es né au cœur de la peinture, tu connais mieux que personne l'histoire de la peinture, et en 2005, tu fais Héroïne, et tu mets des femmes sur un piédestal, comme si cette fois-ci, ça s'apparentait à la sculpture, mais tu fais tout est inverse, tu inverses tous les codes. Elles ont des robes de haute couture, mais un peu mises d'une façon qui ne correspond pas aux standards. À nouveau, tu casses tous les codes.
Est-ce que c'était une façon de parler du rapport entre la modernité et la tradition, ou est-ce que c'était mu par quoi ce travail-là? Alors, j'avais envie de faire une série où je regrouperais toutes les femmes qui étaient un peu mes héroïnes, que j'avais photographiées tout au long de ma vie. Il y a des femmes qui m'ont suivie toute ma vie. Laetitia Casta, je l'ai connue à 15 ans. Charlotte Rampling, ça fait 40 ans qu'on travaille ensemble. Monica Bellucci, pareil. Vanessa Paradis, pareil. Donc, je me suis dit, je vais les réunir dans un travail. Mais j'avais pas envie de faire des photos glamour, sympathiques, jolies, comme elles en ont fait des milliards et qu'on n'avait pas besoin de faire. Et donc, c'est en voyant une exposition, je suis souvent inspirée par la peinture, mais je peux être inspirée par un film ou par un film d'Almodovar ou de Buñuel ou de peu importe. Et là, je sortais d'une exposition au Grand Palais, dont j'ai évidemment oublié le nom, et qui disait, au fond, une femme, c'était une exposition qui s'appelait Mélancolie. La mélancolie, c'est une femme assise au loin sur un caillou et qui regarde l'horizon derrière la mer ou quelque chose comme ça. C'était la phrase qui finissait l'exposition. Et je me suis dit, je vais les mettre sur un caillou dans le studio et je vais essayer de les déconstruire. Je vais essayer de les faire se lâcher complètement. Je vais essayer de faire lâcher les codes. Et j'ai eu la chance d'avoir accès. Le stylisme, c'est très important dans mon travail. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui font du stylisme. Il n'y a pas de photo dans mon travail sans stylisme. Même si c'est un vieux t-shirt déchiré, c'est qu'il a été choisi pour être là. Il n'y a pas de hasard. On ne photographie pas les gens comme ils arrivent. On les déconstruit, puis on les reconstruit autrement. Et là, j'ai eu la chance, la haute couture, quand les robes ont été présentées, certaines ont été vendues à des clientes fortunées et qui rentrent dans du 36, et d'autres sont abîmées parce qu'elles ont défilé, parce qu'elles sont un peu déchirées, et celles-là sont destinées à être détruites. Et j'ai eu la chance d'avoir accès au dépôt de Chanel de robes à détruire. Et j'ai pu en prendre des camions pleins de robes inouïes, mais dont il manquait un bout, dont la traîne était déchirée, dont les strass étaient partis, dont les nœuds étaient plus là. Et donc on est parti, j'ai travaillé avec un styliste que j'aime beaucoup, un créateur de mode qui s'appelle Jean Colonna, qui a aujourd'hui arrêté sa marque, mais qui dans les années 90 était un innovateur incroyable. Jean, il a beaucoup, beaucoup contribué aussi. Si je devais rendre hommage à toute ma bande, vous y seriez demain. Mais Jean Colonna, c'est très important. Et on est parti avec Jean, on a choisi des robes et il les a déconstruites sur ces héroïnes, sur ces femmes qui sont allées se poser sur des cailloux, dont j'avais demandé au maquilleur de les maquiller à contresens. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on leur masque les cernes, eh ben on les avait laissées, les veines étaient apparentes, la lumière était un peu bleutée. Il y avait un côté un peu, pas fantomatique, mais de quelque chose de l'abandon. En rentrant dans le studio, elles avaient abandonné leur notoriété, tout ce qu'on leur avait fait faire jusque-là, pour me donner un moment de pure vérité, de pur abandon. Et donc on a fait ces photos, et c'est la première fois de ma vie que j'ai travaillé avec un grand appareil photo, ça s'appelle une chambre photographique. On est caché on est caché sous un rideau noir et on dirige avec la voix. C'est assez compliqué à faire marcher et tout ça. Et elles sont allées s'abandonner sur mon caillou. Et ça, c'est les héroïnes. Et puis après, on a fini, non ? Je sais que tu en as marre, mais non. Non, j'en ai pas marre du tout, mais je veux les entendre. J'ai une question pour mon usage, mon plaisir personnel. Ah non, mais il y a les prisons, il faut qu'on parle. Eh bien sûr, et avant les prisons, il y a les Femen, et avant les Femen, il y a mon épisode personnel. Un jour, un oligarque russe t'appelle et te dit « J'ai une femme et je voudrais que vous la photographiez. » Oui, alors ça, c'est une histoire un peu baroque. Enfin, elles sont toutes un peu baroques, mais celle-là particulièrement. Un jour, mon agent m'appelle, me dit, il y a un monsieur russe très très riche qui voudrait que tu photographies sa femme. J'ai fait beaucoup de portraits privés pour des gens.
On m'a même amené des enfants que j'ai refusés, mais des pères qui m'ont amené leur fille de 12 ans en disant « je voudrais que vous déshabillez ma fille ». Il y a des épisodes un peu glauques que moi j'ai pas fait, hein, mais on m'a amené des trucs pas toujours... Bon, mais ce monsieur, il amène sa femme, qui est une grande femme très belle, avec des fausses joues, des faux seins, enfin très bien, quoi, parfaite. Et il me dit, voilà, je voudrais plein de photos de ma femme, je voudrais que vous la déshabiller, je voudrais qu'elle fasse plein de trucs, je voudrais que vous ameniez des hommes. Bon, et je vois la fille qui se rétrécit de plus en plus sur le canapé. Et je me tourne vers elle et je lui dis, mais ça vous plaît de faire tout ça? Et elle me dit, moi, je voudrais m'occuper de ma petite fille. Donc j'ai dit au type, moi, c'est non, voilà, c'est non. Il y avait beaucoup d'argent en jeu, mais c'était pas question. Donc voilà, le type disparaît, il s'en va avec sa femme. Quelques années, je dirais 2 ans plus tard, mon agent me rappelle et me dit, il y a un type qui voudrait que tu photographies sa femme. Je ne fais pas le rapport. Je ne sais pas que c'est la même, parce qu'entre-temps, j'ai photographié plein de femmes russes avec beaucoup d'argent, des seins et des machins et tout. Et donc, on fait affaire avec le gars qui me dit, je voudrais que vous fassiez une série de photos, il faudrait qu'il y en ait 29 et tout ça, bref. Et donc on décide d'aller à la campagne et je vois pas la femme avant, je vois une photo qui me dit rien et puis elle débarque dans sa limousine avec un chauffeur et puis je dis mais je vous ai déjà vu, c'est vous il y a 2 ans qui étiez là et tout ça. Elle me dit oui c'est moi. Je dis mais maintenant vous voulez? Elle dit oui je veux. Bon, donc il n'y a pas d'autres types, il n'y a pas tout ça, mais je fais des photos d'elle assez osées puis je les envoie au gars. Il est très content, il me demande une 2e série, puis une 3e série. À la fin, je l'ai photographiée pendant des semaines, j'en peux plus. Je dis, je peux plus la voir. Elle est très gentille, hein, mais bon, j'en peux plus de photographier Olga dans toutes les positions avec des perruques de Marie-Antoinette, à 4 pattes, harnachées, j'en peux plus. On a gagné beaucoup d'argent, mais on est fatigué. Et il dit, il faudrait faire un livre maintenant. Et mon éditeur à l'époque, qui est Taschen, qui est un gros éditeur, je lui raconte cette histoire. Il me dit, je saute. Il habite à Los Angeles. Il me dit, je saute dans un avion, je viens voir. Donc je lui ai montré les photos et il a fait un livre absolument extravagant, un grand livre très très beau, collector, et qui s'est vendu très vite. Je crois il en a fait 1500. C'était vendu en 3 semaines. Quoi? Book of Olga, très lourd. Et puis ça ne s'arrête pas là, parce qu'1 an après, il revient, il dit « Je voudrais un autre livre avec ma femme ». J'ai dit « Écoute, au revoir ». Et il a fait un autre livre, le même, avec une autre femme photographe. Et bref, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Mais ça, c'était une histoire loufoque. Et elle était très sympathique. Le seul truc dans le cahier des charges, c'est que j'ai compris assez vite qu'il l'achetait, sa femme, et qu'il fallait qu'on finisse les photos à 18h, parce qu'elle devait toujours aller dans une boutique s'acheter quelque chose après la séance de photos, parce que c'est la manière dont il la payait. Donc après, il fallait se dépêcher, elle allait chez Cartier, elle allait chez Boucheron, elle allait chez Dior, et elle allait chercher sa paye de la journée. Tout le monde ne fonctionne pas pareil. Alors, je saute des étapes. Il y a eu... Parce que les pauvres... Oui, je saute des étapes, non, mais en 2017, tu vois à la télévision une fémène qui utilise son corps pour faire des actions assez radicales. Et tout d'un coup, tu t'intéresses au corps politique et tu fais un travail avec des fémènes qui viennent de toute l'Europe pour... Mais oui, parce que je tombe sur ce documentaire sur Ina, que tu connais bien, Ina Shvenko, et je me rends compte, je savais que les fémènes existaient, je savais qu'il y avait des femmes qui postaient, qui écrivaient des slogans politiques sur leur corps et qui allaient faire des actions très radicales, très violentes et très courageuses, se mettant en danger, mais je ne pensais pas en plus qu'elles avaient un discours aussi articulé. Donc quand j'ai vu ce documentaire sur elles, qui était probablement le premier documentaire qu'on ait fait sur elles, ou je ne sais pas, j'ai trouvé qu'elles étaient formidables. Et là, je me suis retournée vers ma belle-sœur, qui est à ma droite, présentement, et je lui ai dit... Est-ce que tu connais des fémènes? Bien évidemment, elle connaissait des fémènes. Et tout d'un coup, elles sont toutes arrivées de partout, comme d'habitude, du Canada, des États-Unis, d'Allemagne, d'Espagne. Et on a fait cette série absolument formidable avec ces filles magnifiques.
Et je ne sais pas pourquoi c'est pas devenu un livre d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas dû avoir le temps, mais je suis très fière de ce travail, je l'aime beaucoup, il n'a pas été assez montré. D'ailleurs, il faudrait le montrer ici un jour. Ouais. Hein, faudrait montrer les Femmes à Roubaix, parce que c'est un travail vachement bien et qui leur plairait. Ouais, ils sont à l'Institut, c'est pas loin de les faire venir. Et parce que mon travail est à Lille aujourd'hui, j'ai donné tout mon travail à Lille, donc moi j'ai plus rien, donc je suis libre comme l'air. Et je leur ai donné tout et il faut organiser des choses pour que ça circule en 2025. Mais ce serait bien de faire les Femmes ici. En plus, il y a l'espace. Ouais. Et avant de donner tout ton travail à Lille, tu as fait un dernier truc assez fou, c'est que tu as passé de longs mois en prison avec 120 femmes que tu as photographiées les unes derrière les autres pour leur rendre, je crois que ta volonté c'était de leur rendre une féminité qui leur avait été enlevée. Alors est-ce que finalement l'ensemble de ton œuvre elle est dédiée à rendre justice aux femmes et à rejeter l'ordre établi ? Oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr que je veux dire, les femmes ont toujours été mon sujet, le cœur de mon sujet, mes sœurs, mais je n'ai jamais senti aussi fortement que ces mois passés en prison. J'ai la chance de connaître un homme extraordinaire qui est Robert Badinter, qui, si vous savez, j'imagine que vous savez, a aboli la peine de mort en France. Dans les années 80, quand il était le garde des Sceaux, le ministre de la Justice du président Mitterrand. Et il m'aime bien, on s'aime bien, donc de temps en temps on déjeune ensemble. Et depuis quelque temps, il me disait « Bettina, vous devez aller en prison parce que les femmes en prison en France sont complètement négligées, abandonnées. Elles sont perdues au fond des prisons pour hommes, qu'elles n'ont rien, que personne ne s'intéresse à elles, que leur famille ne va plus les voir, qu'en général on les incarcère à l'autre bout de la France, justement pour les... Peut-être pas forcément, mais en principe elles sont isolées, elles perdent leur féminité, elles perdent leur estime de soi, elles n'ont pas de miroir en prison pour se regarder, parce que le miroir c'est dangereux, tu peux te couper avec. Et aller photographier des femmes en prison. Moi, j'étais tout à fait en train de faire autre chose. J'avais aucune intention d'aller en prison. Ça me fichait une trouille noire. Et c'était pas mon projet. Puis il me le dit une deuxième fois. Puis c'était toujours pas mon projet. Puis la troisième fois, il me tend un post-it parce que c'est un homme assez tenace. Et il me dit, voilà, vous envoyez un mail à cette dame au ministère de la Justice, elle va vous recevoir. Bon, j'ai dit ce coup-ci, je ne peux pas tellement passer à côté. Et donc j'ai rencontré cette femme. À travers elle, j'ai rencontré la directrice de l'administration pénitentiaire, qui est devenue une grande amie, qui est une femme géniale, qui aujourd'hui fait autre chose. Elle est magistrate à Bordeaux. Et j'ai photographié dans 5 prisons différentes en France un certain nombre de détenus, des longues peines. Longue peine, c'est à partir de 9 ans. Longue peine, c'est que tu as tué. Les femmes sont rarement en prison pour d'autres raisons que pour des crimes féminicides. C'est-à-dire qu'elles en ont marre que leur compagnon leur tape dessus et un jour elles prennent un couteau et au lieu d'éplucher la salade, elles leur plongent dans le ventre. Il y a des femmes qui ont tué de leurs parents, il y a des femmes qui ont tué de leurs enfants. Et assez peu, enfin il y avait aussi des dealeuses, il y avait aussi certaines qui étaient assez marrantes, il y avait quelques Corses et quelques Basques qui avaient quand même des sujets assez lourds, et donc c'était une expérience inouïe. J'ai d'abord fait le tour des prisons pour rencontrer ces femmes comme vous aujourd'hui. Elles me posaient des questions pour savoir pourquoi je venais les voir, bon, elles n'ont pas Internet en prison, donc on leur avait montré des photos que je faisais, et elles étaient un peu méfiantes. Elles disaient, mais attendez, vous photographiez Machine qui est connue, pourquoi vous voulez nous photographier nous ? Il y a un piège,
parce que quand tu es en prison, il y a forcément un piège, parce que tout le monde essaye de vous avoir de tous les côtés, parce que les rapports sont durs, parce que c'est violent, et donc il fallait les convaincre de venir poser. Et donc un certain nombre ont signé, il fallait après signer un contrat avec un juge, et une 60aine ou 70 ont accepté de venir poser. Donc je suis retournée dans les prisons avec une maquilleuse pour les rendre belles, avec des vêtements qu'elles pouvaient choisir, avec du stylisme. J'ai approché toutes les grandes marques de mode, mais personne n'a voulu. Ils ont dit c'est un sujet trop politique, nous on veut pas. Donc je suis allée chez H&M et j'ai trouvé des vêtements vachement bien. Et voilà qu'on s'est embarqué en prison. La première fois qu'on va en prison, ça fait très peur. Hein. Ça fait très peur. On arrive, d'abord la porte est lourde. Ensuite, on vous enlève tout ce que vous avez sur vous, les clés, le téléphone portable, tout. On met ça dans un casier. Et puis après, on traverse la détention des hommes. Ça, c'est beaucoup de cours avec des types qui crient contre les grilles, des types qui sifflent parce qu'on est des femmes, parce que mon assistante, elle était très jolie, et des types qui hurlent. Et puis on traverse. Puis au fond, c'était comme ça chaque fois. Au fond, il y a un petit quartier qui est réservé aux femmes qui ne doivent jamais croiser les hommes. Donc le principe, c'est qu'ils ne se croisent pas. Donc les femmes, elles n'ont pas de cours de promenade, elles n'ont pas de salle de sport. Ben non, c'est pour les hommes. Mais oui, même là-bas. Même là-bas. Donc voilà, donc j'ai passé en tout encore quelques mois là-bas. Et c'était bouleversant, c'était formidable, on a beaucoup ri, on a beaucoup pleuré aussi. Parce que finalement, elles qui racontent pas, elles m'ont tout raconté, encore une fois, parce que les gens me racontent leur vie. Donc elles m'ont tout raconté. C'était difficile de ne pas se laisser emballer. Et puis le soir, on allait dans l'hôtel au coin de la prison avec mes assistants, avec l'équipe. Et puis les gens disaient, mais quand même, comment tu peux photographier ? Je veux dire, elle a balancé ses 3 enfants par la fenêtre. Et on n'était pas là pour juger. J'ai dit, mais on n'est pas là pour juger. On est là, on est là pour elles. Elles sont jugées, ces femmes, si elles sont en prison, c'est qu'elles sont en train de servir leur peine. On n'est pas là pour ça. Et à la fin, ça nous a tous beaucoup, beaucoup construit. Voilà. Après ça, c'était difficile de trouver un projet aussi magnifique. J'attends le prochain. Et bien maintenant, c'est l'heure des questions pour la femme la plus déterminée que je connaisse. Bonjour. Bonjour. J'ai plein de questions, mais je vais commencer par celle-là qui m'a intrigué. Vous avez dit que, connu ou pas connu, le plus dur dans un laps de temps, c'est de faire sortir ce que les gens ont. Et du coup, je voulais savoir quelles sont vos techniques, tips pour mettre peut-être à l'aise, ou je sais pas comment vous faites pour faire sortir de coups. C'est très compliqué. C'est une très bonne question et elle est très compliquée parce que des techniques, il n'y en a pas vraiment. Il y a un moment qui est important dans une séance de photo, c'est la préparation. Ce maquillage, la coiffure, le stylisme, ça peut durer 2 heures, 3 heures. Et c'est pendant ces moments-là que je vais découvrir les gens que je vais photographier. Et que je vais essayer d'une certaine manière, je ne sais pas comment dire ça autrement, mais de les séduire, de leur donner envie. Parce que souvent, les gens arrivent aussi, ils n'ont pas très envie, ils sont là comme on va au boulot, quoi. Bon, c'est une de plus. Et donc, c'est mon repérage. C'est là que je repère où est-ce qu'il faut que je mette ma lumière, comment je vais faire, par quel bout je vais les attraper. Et puis, elles arrivent sur le plateau. Et là, qu'est-ce que je fais ? Quand c'était argentique, c'était plus compliqué parce que c'était des pellicules. Et donc, tu peux pas gâcher des pellicules comme ça. Mais depuis que c'est numérique, c'est plus simple parce que j'appuie beaucoup. Et donc, ça les rassure. J'appuie à vide. J'appuie. Et puis, elles entendent le bruit, le clic, et c'est plus facile. Mais la vérité, c'est ma voix. La vérité, c'est qu'elles ne me voient pas. Moi, je les vois. Et c'est vraiment comme une espèce de danse. J'ai parlé de danse, mais au début, quand on danse avec quelqu'un, bon, peut-être vous dansez plus à 2, mais quand on dansait à 2, au début, on se connaît pas, on se marche sur les pieds. Et il faut un temps pour qu'on s'accorde, pour que la chose monte, pour que ça se fasse.
Et donc là, c'est à travers la voix. Je leur dis, par exemple, non, là, rapproche les jambes, là, c'est pas bien d'avoir les jambes écartées. Donc, elles rapprochent les jambes. Et puis, elles me font un autre truc avec les mains. Et puis, ça avance comme ça, et puis on avance. Et puis peut-être ma voix les hypnotise un peu. Et puis, le bruit de l'appareil les hypnotise aussi. Et puis, tout d'un coup, elles se rendent compte que c'est drôle, que c'est un jeu, et qu'on est là pour les rendre. En fait, la préparation, elle est importante à plusieurs niveaux. Elle est aussi importante parce que quand elles se regardent dans le miroir, juste avant de monter sur le plateau, elles sont belles. Parce que j'ai des maquilleurs et des coiffeurs insensés et qui prennent n'importe lequel d'entre n'importe qui et qui en font des stars et des merveilles. Donc déjà, quand elles arrivent sur le plateau, ils arrivent. Ils sont beaux, ils sont rassurés. La crainte est partie, la crainte que le visage n'est pas parfait, que peut-être il y a un petit problème de quelque chose. Voilà, on a passé ce temps à les mettre en valeur. Donc après, moi, j'ai qu'à rajouter une couche et en même temps, ce qui est compliqué, c'est que je cherche autre chose que juste qu'elle soit belle et que... Donc après, il y a un moment où il faut casser quelque chose. C'est comme casser un jouet. Moi, je jouais beaucoup avec des Barbies quand j'étais petite. C'était l'époque des Barbies. On jouait avec des Barbies, on leur mettait des perruques, on les coiffait. Puis à un moment, on en avait marre, on leur rasait le crâne. Et c'est un peu le même procédé. Il y a un moment, il faut déconstruire un truc, il faut casser un truc. Il faut trouver. Ah ben après, il faut trouver. Non, mais c'est là que peut-être intervient quelque chose d'un peu de talent ou d'un peu d'expérience, de beaucoup d'expérience. Merci. Mais même, racontez-moi des choses de vous. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que vous faites. Moi, ce que je fais, je le connais. Bonjour. Bonjour. Merci pour ce témoignage. Moi, je suis en reconversion et j'aimerais savoir si vous avez des conseils pour un jeune ou un moins jeune qui voudrait faire de sa passion, la photographie, son métier. C'est un peu ce que j'ai dit au début, en fait. C'est d'abord, il faut savoir quel est son univers. Il faut se donner une cible. On ne peut pas photographier tout. Il faut se trouver son sujet. Et puis une fois qu'on a trouvé son sujet, il faut s'accrocher. C'est pas une histoire de technique. C'est pas les gens au début vous disent beaucoup ouais, mais toi t'as de l'argent, t'as les meilleurs appareils. Tu peux le faire avec ton téléphone portable si t'as un téléphone portable. C'est juste, il faut suivre son chemin, son obsession, s'accrocher et se dire qu'il y a une place pour chacun. Il y a une place pour chacun dans la photographie. Je sais pas, peut-être c'est ailleurs, mais il y a une place pour chacun. Chacun a quelque chose à dire, chacun a quelque chose. Il faut se servir de son vécu, de ce qu'a été sa vie, de ce qu'a été sa famille, de ce qu'a été son éducation, de ce qu'a été son monde, des expériences qu'on a vécues, des bonnes comme des mauvaises, parce que les mauvaises expériences, ça peut faire des bonnes images. Et puis surtout, rien lâcher, quoi. Faut rien lâcher. On y arrive. Faut pas lâcher. Merci beaucoup. Je ne lâcherai pas. Justement, je vais rebondir et j'ai envie de témoigner. Justement, j'ai fait une reconversion, j'étais styliste et designer. Et le monde de la mode, même si c'est de la mode industrielle, ce côté un peu snobisme, nous on sait, nous on a le bon goût, tout ça, au bout d'un moment j'en avais marre. Ce qui m'intéressait, c'était les gens et vraiment les clients. Et oui, on peut aussi les rendre beaux. Et j'avais la photographie à côté en loisirs, en vacances, des choses comme ça. Et, toujours avec un petit œil un peu artistique, évidemment, avec le stylisme. Et j'ai voulu réussir à les prendre en photo, les mettre en valeur. Et donc maintenant, je suis reconvertie en photo sociale. Grâce à Tourcoing, à la Chambre des métiers, il y avait une formation d'1 an avec des alternants. Donc voilà, mon camarade de classe. Et donc pour les adultes, en 1 an, pour devenir, avec un diplôme, pour devenir photographe et maîtriser les flashs et les lumières. Et ma cible, c'est réconcilier les personnes avec leur image. Et j'aimerais qu'une fois qu'ils voient leur portrait, qu'ils aient changé de regard sur eux. Donc c'est vraiment, vous êtes exactement dans le droit chemin de ce qu'il faut faire. Je veux dire, c'est la mode qui sert aux gens, c'est pas les gens qui servent à la mode. La mode, c'est
Je veux dire, c'est bien sûr que ça fait rêver tout ça, mais moi j'ai jamais été un bon photographe de mode. J'en ai fait beaucoup, mais j'ai toujours considéré que j'étais un mauvais photographe de mode parce que les gens qui posent dans les vêtements sont plus importants pour moi que les vêtements. Les vêtements servent à mettre les gens en valeur, servent à leur donner confiance. Et ce que vous faites, c'est ça. Et ça me paraît ça l'important. Enfin, je veux dire, c'est formidable ce que vous faites, bravo. Et même dans la photo sociale, le stylisme, c'est travailler avec eux, c'est eux qui amènent leurs vêtements, tout ça. Mais pour les mettre en valeur, c'est un travail avec eux, donc il y a toute une préparation à faire aussi. Mais bien sûr. Et qu'est-ce qu'ils veulent raconter, quelle est leur histoire, tout ça. Donc je pose plein de questions avant. Et vous les interviewez en même temps ou pas? Souvent, je les ai au téléphone parce que les systèmes où on réserve directement sa séance et on débarque, je dis non. Mais est-ce que vous mettez quelques lignes en dessous des photos? Vous devriez mettre quelques lignes. C'est pour eux, après c'est pour leur famille, ou pour leur travail. Pour qu'ils racontent en 2 lignes leur vécu, pourquoi ils sont là, ou qu'est-ce que ça leur a apporté ce jour-là, ou... J'approfondisse un peu leur ressenti, en plus de la vie Google. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette expérience, et qu'est-ce que vous en avez tiré? 1 ligne, 2 lignes, peu importe. Très bonne idée. Merci. Je vous en prie. C'est la Chambre des métiers de l'artisanat, donc c'est au CFA de Tourcoing. Ouais. Bonjour. Bonjour. Alors moi j'ai un parcours, j'ai que 23 ans, donc j'ai pas des années derrière moi. Mais en sortant du bac, je suis parti en prothèse dentaire. J'ai changé depuis. Maintenant, j'ai switch juste avant le premier confinement et je regrette pas du tout. J'ai commencé la photo à l'argentique justement. Je pense que c'était la meilleure idée que j'ai fait pour apprendre les bases. Et effectivement, je regrette pas en y repensant maintenant. Mais et puis j'ai intégré effectivement le cursus parce que s'il y a bien un truc que j'avais compris, c'est que la photo ça s'apprenait pas à l'école. Donc j'ai fait l'école pour avoir un diplôme, pour faire plaisir aux parents. Et puis après, j'ai continué à faire mon petit bout de chemin à côté avec mes projets perso. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai, excusez-moi de l'expression, tendance à avoir le cul bordé de nouilles et rencontrer des gens qui me permettent d'évoluer, d'avancer petit à petit. Et ouais, l'école m'a ouvert l'esprit, je pense, sur certaines choses. Ça, on va pas se le cacher. M'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont fait évoluer sur certains points, techniquement aussi. Donc, et maintenant, pour la suite de l'histoire, après avoir fini l'école, je me suis mis à mon compte. Je touche du... Il n'y a pas de bois. Excuse-moi. Ouais, je travaille comme photographe. Dire que je fais de la photo de mode, moi, je trouve ça prétentieux de dire ça. Parce que je pense qu'il y a toujours meilleur que nous. Donc, mais ouais, effectivement, maintenant, je suis photographe. Pour l'instant, ça roule. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça. Et voilà. Bien. Oh, non, c'est vrai. C'est la question que je voulais vous poser, mais j'ai pas trop osé. Quand vous avez commencé la photo... Est-ce que vous avez commencé avec un but précis? Parce que moi, je sais que j'ai commencé, et puis tout s'est créé petit à petit, les rêves, le fait de vouloir avancer, le fait de rencontrer du monde, et puis maintenant avec les réseaux sociaux, c'est vrai qu'on a une large gamme de choses qui nous sont possibles, et puis à notre époque, maintenant, on a l'impression que tout est possible. Et je voulais savoir si vous, ça s'est passé comme ça aussi. À mon époque, non, rien n'était possible, a priori, et surtout pas... Moi, j'avais pas d'idée d'être photographe. C'était quelque chose que j'aimais faire. J'avais enfin trouvé quelque chose que j'aimais faire. Et mes photos, j'étais contente de les mettre dans mes boîtes. J'ai jamais eu de plan de carrière. Mais je pense que c'était plus facile à l'époque, contrairement à ce que vous dites, parce qu'on était un peu des pionniers, même s'il y en a eu avant moi. J'ai pas inventé la photographie, hein. Mais justement, les réseaux sociaux, c'est compliqué. À mon sens, c'est compliqué. Moi, je sais que je saurais pas comment m'en tirer avec les réseaux sociaux. J'en ai pas, d'ailleurs. Mais
Je sais pas quoi répondre à ça. Probablement, il y a plus de gens qui peuvent voir vos photos. D'un autre côté, il y a trop de facilité parce que tout le monde pense qu'en mettant une photo sur les réseaux sociaux, il est un grand photographe. Je crois que c'est bien d'avoir commencé avec l'argentique, ça c'est sûr, parce que je pense que pour comprendre la lumière, il faut avoir mis un négatif sous un agrandisseur, sinon on comprend pas comment ça marche. Et je pense que si c'est ça que vous allez faire et que ça marche, il faut continuer. La photo de mode, c'est la chose peut-être la plus attractive aujourd'hui, mais c'est la plus difficile. Réussir dans la photo de mode, il y a quoi ? Il y a 50 photographes de mode qui gagnent leur vie dans le monde. Faut pas rêver. C'est les mêmes qui ont toutes les campagnes. Et pour avoir toutes les campagnes, il faut travailler au Vogue ou au, je sais plus ce que c'est aujourd'hui, un numéro, à Harper's Bazaar. Sinon, on les a pas. C'est très restreint le nombre de. Je crois qu'il faut élargir le spectre de la mode. Et il faut. Moi, je pense que votre approche, elle est plus raisonnable, elle est plus réaliste. Je pense que vouloir être photographe de mode aujourd'hui, déjà, vous n'y arriverez pas en vivant à Roubaix. Non, c'est vrai. Je veux dire, déjà à Paris, ils ont du mal et ils bougent à New York. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, beaucoup de jeunes sont venus me voir, vous pouvez imaginer, au cours des décennies. Et dès que j'ai pu, je les ai reçus. Et le conseil qu'ils me demandaient tous, c'était est-ce qu'il fallait aller faire une école ? Est-ce qu'il fallait passer 3 ans dans une école pour devenir photographe ? Et moi, j'ai toujours dit, trouvez le photographe qui vous inspire et qui travaille et qui prend des assistants. Allez porter ses sacs. Allez faire son café, devenez assistant ou allez dans un studio professionnel où vous assisterez des photographes différents tous les jours sur des plateaux. Mais c'est là que ça s'apprend. C'est là qu'on apprend les relations avec les modèles, les relations avec les équipes. C'est là qu'on apprend le mieux la lumière, parce qu'un photographe va arriver avec sa lumière, le lendemain un autre va arriver avec une autre lumière. C'est une espèce de... Et c'est pas facile d'avoir des places dans les studios, mais on peut. Je veux dire, il y a des listes d'attente, on s'inscrit. Et pour moi, ça a toujours été la meilleure école. Et je sais que j'en ai souvent parlé avec des collègues photographes, y compris avec mon Dino. Je sais que vous l'avez rencontré, qu'il est venu ici, Jean-Baptiste. Je veux dire, nous, on est des gens du terrain, on n'est pas des gens des écoles. On a appris en faisant... Moi, j'étais assistante d'un type que vous connaissez pas, qui était à Paris Match. Après, j'étais assistante d'un autre qui était à Elle. Et là, j'ai appris la lumière du studio, j'ai appris les flashs, j'ai appris les mannequins, avec ce qu'il y avait aussi de pas toujours très agréable. Mais je veux dire, c'est comme ça qu'on apprend. J'ai appris en regardant Helmut Newton travailler. J'avais la chance d'être son amie. Et j'allais... de temps en temps, il me disait viens, je vais faire un workshop ou je vais faire un masterclass, tu viens. Donc c'est en écoutant les gens, en les regardant, en les observant qu'on apprend et qu'on se forge son monde, parce qu'un photographe de mode va pas travailler comme un autre, parce que Mondino va pas faire les photos de Roversi, qui va pas faire les photos de je sais pas qui. C'est important de voir des gens travailler. Et surtout, si vous voulez faire de la mode, alors c'est les rapports avec les équipes. Et ça, c'est encore c'est une autre paire de manches. Ça, c'est compliqué. Donc tout ça, il faut modestement aller apprendre. Et à 23 ans, on a le temps. On a le temps pour encore une ou deux autres questions. Bonjour. Bonjour. Je suis super contente de vous voir en vrai et d'écouter tout ce que vous avez raconté. Moi, je suis photographe aussi ici et comme vous en avez parlé tout à l'heure, j'ai les deux casquettes. J'ai tout le côté commercial et aussi mes projets artistiques. Et mon commercial nourrit mes projets artistiques. Et du coup, j'avais envie, je suis un peu stressée, mais j'avais envie de vous offrir mon livre que j'ai sorti l'année dernière, sur une amie que j'ai suivie pendant sa transition de genre pendant 5 ans. Mais je serais passionnée de voir votre livre. Voilà. Malheureusement, j'en ai pas à vous offrir comme une idiote. Écoutez, je vous l'offre. Et dedans, il y a aussi mes projets, un petit portfolio. Merci. Et en fait, j'ai un projet qui commence aujourd'hui, cette année, sur les sexes féminins.
Et je suis en train de faire une recherche d'artistes connus ou reconnus. Sur les sexes féminins. Ouais. Ouais. Et avec des. Regardez tranquillement. Ouais, bien sûr. Avec des techniques différentes. Et il y a Orlan qui a participé au projet là, la semaine dernière. Du coup, vous avez les infos dans le petit portfolio que je vous ai laissé. Si jamais vous êtes intéressé de participer ou d'en savoir plus. Participer au projet. En fait, du coup, ça n'a plus rien d'exclusif. Où vous faites partie du secret tous ici. Parce que pour l'instant, il est un peu gardé. J'aimerais bien en faire une résidence en fait pour approfondir mon projet. Mais c'est comment photographier son con. Donc la série s'appelle Les cons. Parce que pour ceux qui savent pas, en fait, le con, c'est le nom du vagin en fait dans le français d'avant, qui maintenant est une insulte. Et donc c'est comment photographier son con sur 3 manières différentes. Donc avec le selfie maintenant qu'on utilise beaucoup, le portrait comme une photo d'identité et le scanner. Voilà. Et Orlan l'a fait. Pour l'instant, en fait, moi, je demande surtout des engagements à participation parce que le manuel, il n'est pas fait, mais en fait, oui, ils m'ont envoyé directement leurs photos avec son assistante. Ouais, c'est bien, c'est très incroyable, c'est formidable, ça m'étonne pas d'elle. Moi, je suis pas sûre. Ouais, il n'y a pas de souci. Après, en fait, tout l'idée du projet, ça serait un peu comme une grande révolution. Où j'aimerais que tout s'affiche, pas avoir les noms forcément sous le con, on s'en fiche. En fait, finalement, c'est pas ça le but. Mais en tout cas, de s'unir toutes sur une liste et puis que tout le monde soit affiché. Voilà, ça c'est mon idéal, mais pour l'instant, on n'en est qu'aux prémices. Écoutez, je vous souhaite beaucoup de succès. C'est un projet ambitieux. Mais il faut demander à des gens pas connus. Pourquoi du coup, si c'est anonyme? En fait, c'est un peu. Je fais les deux en même temps, mais voilà, j'aimerais aussi que le projet soit entendu par. Parce que je sais autour de moi que ça plaît et qu'il y aura des participantes, mais j'aimerais bien aussi toucher les autres plus loin. Je n'arrive même pas à faire des autoportraits, donc vous voyez. Voilà, ça sera peut-être l'occasion. Moi non plus, je sais pas en faire, mais là, ça a été. Bon courage en tout cas. Merci. Ouais. Bonjour. Bonjour. Du coup, moi, c'est Henrietta. Je fais de la photo depuis très récemment, grâce aux 2 femmes assises à vos côtés. J'aurais une petite question. C'est quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui commence la photo pour présenter ses photos au grand jour, on va dire? Enfin, comment les présenter? À qui? Par quels moyens? Ça, je ne sais pas comment ça se passe ici à Roubaix, mais j'ai l'impression que vous êtes dans un endroit où tout est possible. Il faut peut-être commencer par les présenter ici. Et puis, je ne sais pas, moi, je ne connais pas cette ville, je connais mal cette région. Il y a sûrement des galeries, si vous avez des photos dont vous êtes contente, que vous pensez qui sont mûres pour être présentées. À ce moment-là, il faut aller voir des galeries, voir si on peut en intégrer certaines dans des expositions de groupe. Au départ, ça commence comme ça. On met 3 photos au milieu d'autres photographes, d'autres images d'autres photographes. Et puis on fait venir ses amis. Les amis font venir les amis. Et puis, c'est comme ça que ça démarre jusqu'à ce que quelqu'un vous repère, en fait. Soit on ne peut pas faire grand-chose, on peut faire en sorte que quelqu'un vous repère, en fait. Ça part toujours de quelqu'un qui ouvre une boîte, qui regarde un mur et qui dit « Ah bah tiens, ça m'intéresse, c'est qui a fait ce travail ?» Et puis ça démarre comme ça, mais c'est sûr qu'il faut les accrocher quelque part. Mais vous avez l'air pas timide. Donc faites le tour il doit y avoir plein d'institutions, plein de galeries dans la région. Il faut faire le tour avec son portfolio sous le bras, essayer que ce ne soit pas que sur un téléphone, mais de prendre la peine de faire des tirages, d'avoir une boîte que vous promenez, de montrer aux gens. Et puis quelqu'un va s'y intéresser, puis ça va partir de là. J'imagine, hein. C'est comme ça dans un monde parfait. Merci.
Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anaïs. Je vous remercie, je suis vraiment ravie de vous avoir vu, en vrai aussi. Et on pourrait vous écouter des heures. Franchement, on boit vos paroles, vous avez dit tellement de choses qui ont résonné en moi. Moi, j'ai commencé JRI, mais j'ai aussi fait de la photo. Pardon, c'est quoi JRI? C'est journaliste reporter d'images. D'accord. Donc on m'a formée à filmer, mais aussi à prendre de la photo en argentique. Puis après, je suis passée en numérique. J'ai plein de projets et c'est difficile de les articuler, effectivement, parce que quand on est une femme, on n'est pas forcément très stimulé. On nous ramène souvent à notre rôle primaire. Mais là, vous m'avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup de force et limite, j'aimerais bien vous parler de mes projets. Je voulais savoir comment aussi on protège nos photos. J'ai fait beaucoup de photos de live et je me suis beaucoup fait voler mes photos, ce qui m'a donné envie d'arrêter et surtout arrêter de les montrer. Mais je crois qu'il faut que je les montre. Comment on fait pour protéger nos photos et notre travail ? Comment on fait pour protéger son travail? Son travail, il est protégé par sa nature même. Je veux dire, il y a des organismes qui diffusent les photos, il y a des droits, il y a... Si, je me suis fait voler des photos, ça m'est arrivé, je me suis fait voler des photos, je me suis fait voler des photos par des peintres qui s'en sont servis pour faire des peintures souvent moyennes, mais normalement il y a un crédit qui va avec ces photos, je comprends pas très bien, vous les faites voler comment? Si vous les mettez sur les réseaux sociaux, là c'est là que les gens les volent, j'imagine. Alors, je les ai pas forcément... Oui, certaines ont été volées sur les réseaux, recadrées pour enlever la signature, et excusez-moi, mais c'est dégueulasse. C'est pixelisé, c'est agrandi, enfin bon, bref, ça veut plus rien dire en étant recadré. D'autres ont été exploités parce que je les avais envoyés pour les montrer en planche contact aux artistes. Et puis pareil, c'est des screenshots que j'ai retrouvés sur des sites, etc. Et en revenant vers les personnes qui les avaient utilisés, il y a souvent un rapport de force qui s'installe. Oh, ça va, c'est qu'une photo. On m'a dit ça. Oh, ça va, c'est qu'une photo. Un artiste qui vient en concert, je vois le poster de son concert, c'est ma photo. Il n'y a pas de crédit, on ne m'a pas demandé. Quand j'appelle le producteur qui a utilisé la photo, on me dit « Oh, ça va, c'est qu'une photo ». Oui, non, ça c'est très humiliant et ça ne devrait pas se produire, c'est évident. Mais à la fin, quand on a été beaucoup copié, beaucoup utilisé, on peut aussi renverser le truc et se dire que c'est parce que votre photo était bonne. Et que si elle n'avait pas été bonne, elle serait tombée dans le trou. Et que quelqu'un qui se sert de votre image, c'est extrêmement malhonnête, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore connu et tout ça, mais quelqu'un qui se sert de votre image, c'est quelqu'un qui n'a pas trouvé mieux. Et donc, c'est que c'est une bonne image. Et je crois qu'il faut retourner les choses et se dire que si on n'a pas de talent, personne ne se sert jamais de vos photos. Donc, c'est qu'elles doivent être bonnes. Merci. Ah oui, alors il faut que je dise que ça va être diffusé sous forme de podcast. Et d'ailleurs, je pense que ce sera un des meilleurs, parce que c'était vraiment super. Merci. Merci.